Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce spectacle audio des élèves de Voir Ensemble. Ils vont vous présenter un ensemble de textes travaillés pendant l'année. Certains textes sont des extraits de monologues du répertoire théâtral, d'autres sont des fables, d'autres encore ont été écrits par les élèves eux-mêmes. Ce spectacle, intitulé « Qu'est-ce que le théâtre ?», compte 3 parties. Une première partie nommée « L'art de la rhétorique », qui regroupe tous les textes qui se distinguent par leur utilisation particulière du langage. Une deuxième partie nommée « L'art du drame », regroupant tous les textes à consonance dramatique. Et enfin, une dernière partie intitulée « Une part de soi » et qui regroupe tous les textes plus personnels, en majorité écrits par les interprètes. Le détail des textes sera énoncé à la fin du spectacle. Je vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que le théâtre ? L'art de la rhétorique. À Monseigneur le Dauphin. Je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes. Quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légères peintures, et si, de ta gré, je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Il est beau ce texte, mais toute cette rhétorique-là, que c'est compliqué, c'est tellement vieux. Mais, au fait, qu'est-ce que c'est que la rhétorique ? Ah, ça c'est une vieille histoire, ça date de vieux. On en parlait au Moyen-Âge, mais même encore plus tôt chez les Grecs, ils se réunissaient sur la place publique, et ça causait pendant des siècles. Oh là là, c'était l'art de bien parler. Mais maintenant, on est au XXIe siècle. Ah ben ça, je suis bien d'accord. Tu vas voir, les prochains textes sont beaucoup plus modernes. Ah ben j'ai hâte. Écoutons-les vite. Chers amis, bonjour. Vous ne me connaissez pas. Je me présente à la présidence de la République. Je me nomme Archibald Aquin. Archibald Aquin, c'est marrant, hein? Mais mes amis m'appellent Archie. Archie. Je suis né dans le petit village de Sancu-les-Sans-Gaz. Ce qui est amusant, c'est que dans ce petit bourg, il y a exactement actuellement 100 habitants.
100 habitants pour 100 culs. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans ce village, on ne sait pas pourquoi, les gens sont imbus de leur personne. On peut même dire qu'ils ne se sentent pas pétés. Alors, ne pas se sentir pété à 100 culs les sans gaz. Je suis le député de la circonscription d'Hauts-de-Tranche, en Haute-Savoie. Mais comme tous mes collègues de l'Assemblée nationale, je ne suis pas souvent fourré à Paris. En revanche, je travaille dans mon arrondissement, beaucoup. On peut même dire que j'y députe beaucoup. Excusez-moi, mesdames. Je viens de fonder un nouveau parti. Alors vous allez me dire, encore un nouveau parti. Oui, mais celui-là, c'est le bon. Je l'ai intitulé le nouveau parti de droite et de gauche. Comme ça, tout le monde sera content. Maintenant, je vais me présenter physiquement pour mes amis non et malvoyants. On oublie souvent les handicapés dans ces élections. Je suis petit, gros, il faut bien le dire, rondouillard, presque chauve, des lunettes aux montures foncées. Bref, j'ai l'air d'un bon bougre. N'est-ce pas que j'ai l'air d'un bon bougre? Je suis vêtu d'une veste bleue, d'une chemise blanche et d'une cravate rouge. Merci la foule, merci de me suivre. À présent, je vais vous présenter mon programme qui sera basé sur l'économie, ou plutôt sur les économies que doit faire l'État. La fameuse dette oblige. Les autres candidats vous feront des promesses, bien sûr, qu'ils ne tiendront pas. Moi, je tiendrai les miennes. Tout d'abord, je vous promets la lune. La pleine lune, la lune croissante ou décroissante, les nuits sans lune, la lune rousse, et même parfois une 13e lune. Sans oublier le plus important, les lunes de miel. À propos de lune de miel, cela me servira de tremplin pour l'amour. Car je vous promets l'amour, notamment pour les jeunes ménages, tant pis pour les vieux. Je vous promets des nuits d'amour à n'en plus finir. Et puis, petit à petit, de plus en plus souvent, vous irez à l'hôtel. Vous savez, l'hôtel du cul tourné, précédé de la soupe à la grimace. Ainsi, vous aurez le souper et le coucher pour pas cher. Soirées économiques en perspective. Tout cela pour aboutir malheureusement à un divorce sur 3. La sécurité. Il y a de plus en plus de délinquance. Les bonnes gens vous diront, ah, ces jeunes qui font des bêtises, ça vaut pas un coup de fusil. Eh bien moi, je vous dis justement, à vos fusils, le port d'armes sera autorisé. Vous pourrez tout à loisir vous essayer, par exemple, sur vos belles-mères. Ainsi, plus de frais de justice, plus de garde des sceaux, SOTS bien sûr, plus de juges, plus d'avocats. L'éducation. Je vous promets l'école à la maison. Vous allez me dire qu'avec le confinement, on y est déjà. Là encore, les bonnes gens vous diront, ah, c'est gardement, ils n'apprennent plus rien à l'école. Ainsi, nous économiserons les recteurs, les proviseurs, les professeurs, les instituteurs. J'en passe et des meilleurs. Ça rime et c'est sublime.
Notre pays est sale. Je vous promets une France propre. Nous nettoierons à coups de Karcher, ça vous rappellera quelque chose, tous nos édifices publics, tout notre patrimoine. Les chômeurs ne manquant pas, les bras ne manqueront pas non plus. Et ils seront rétribués par la reconnaissance de la nation. Économie oblige. La guerre. Je ne vous promets pas la guerre, bien sûr, mais nous instituerons de nouveau le service national. Pour les hommes et les femmes, bien sûr, égalité oblige. Il durera 10 ans. Oui, je sais, c'est long, mais ce sera un bon moyen de lutter contre le chômage. Les sports et les loisirs. Alors vous allez me dire qu'en ce moment, avec la situation sanitaire, plus de sport, plus de loisirs. C'est pourquoi je vous préconise le sport en chambre. Ainsi la France vibrera sous les cris de vos bébés. Enfin, le travail, ou plutôt le chômage. Je vous ai déjà énoncé 2 solutions pour lutter contre. Rénover la France et le service militaire. Je vous propose également la semaine de travail de 30 heures. Car quand il n'y a pas beaucoup de boulot, et par solidarité, il faut le partager. Voilà, très chers compatriotes, j'en ai terminé. Je ne doute pas que mes propositions vous convaincront. Aussi, votre futur président de la République vous dit à bientôt, au revoir, archi-président, 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 archi-président. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature, avec vous, me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du fond de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a un siècle de cela,
un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique, signait notre proclamation d'émancipation. Ce décret capital se dresse comme un grand phare illuminant d'espérance les millions d'esclaves marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard, le noir languit encore dans les coins de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'aucuns sortent à peine d'étroites cellules de prison. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. Je vous le dis, ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Georgie, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une région où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots opposition et annulation des lois fédérales, que là même en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, toute vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront abaissées, les endroits escarpés seront aplanis et le chemin tortueux redressé. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance, c'est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud. Bravo, bravo. C'est inspirant. On s'y croirait presque. Je ne sais pas si on s'y croirait, mais tu vois, moi,
j'ai envie de recommencer mon discours. Chers amis, bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais, Hervé? T'es déjà passé, toi. Oui, je sais, mais j'ai vraiment envie de recommencer mon discours. Chers amis, bonjour. Ah, mais non, n'importe quoi. C'est au tour d'Anne-Marie maintenant. Tiens-toi tranquille. Cher comte, permettez-moi d'achever votre éducation. De grâce, défaites-vous d'une détestable habitude. N'imitez pas les veuves, qui parlent toujours de leur premier mari, qui jettent toujours à la face du second les vertus du défunt. Après avoir lu votre récit avec l'attention qu'il mérite, et vous savez quel intérêt je vous porte, il m'a semblé que vous aviez considérablement ennuyé Lady Dudley en lui opposant les perfections de Madame de Mortsauf, et fait beaucoup de mal à la comtesse en l'accablant des ressources de l'amour anglais. Vous avez manqué de tact envers moi, pauvre créature qui n'est d'autre mérite que celui de vous plaire. Vous m'avez donné à penser que je ne vous aimais ni comme Henriette, ni comme Arabelle. Savez-vous pour qui je suis prise de pitié? Pour la 4e femme que vous aimerez. Celle-là sera nécessairement forcée de lutter avec 3 personnes. Je renonce à la gloire laborieuse de vous aimer. L'amour, cher comte, ne vit que de confiance. La femme qui, avant de dire une parole ou de monter à cheval, se demande si une céleste Henriette ne parlait pas mieux, si une écuyère comme Arabelle ne déployait pas plus de grâce. Cette femme-là, soyez-en sûrs, aura la bouche et la langue tremblantes. Vous me priez de vous aimer par charité chrétienne. Je puis, je vous avoue, faire une infinité de choses par charité, tout, excepté l'amour. Vous êtes parfois ennuyeux et ennuyé, vous appelez votre tristesse du nom de mélancolie à la bonne heure, mais vous êtes insupportable et vous donnez de cruels soucis à celle qui vous aime. Je me suis demandé ce qu'il vous reste à faire. J'y ai bien songé. Je crois, mon ami, qu'il faut vous marier à quelque Madame Chandy, qui ne connaîtra rien de l'amour ni des passions, qui ne s'inquiétera ni de Madame de Mortsauf, ni de Lady Dudley, très indifférente à ces moments d'ennui que vous appelez mélancolie, pendant lesquels vous êtes amusant comme la pluie, et qui sera pour vous cette parfaite sœur de charité que vous demandez. Quant à aimer, à tressaillir d'un mot, à savoir attendre le bonheur, le donner, le recevoir, à épouser les petites vanités d'une femme aimée, cher comte, renoncez-y. Si vous tenez à rester dans le monde, à jouir du commerce des femmes, cachez-leur avec soin tout ce que vous m'avez dit. Elles n'aiment ni à jeter les fleurs de leur amour sur des rochers, ni à prodiguer leurs caresses pour penser à un cœur malade. Toutes les femmes s'apercevraient de la sécheresse de votre cœur, et vous seriez toujours malheureux. Bien peu d'entre elles seraient assez franches pour vous dire ce que je vous dis, et assez bonnes personnes pour vous quitter sans rancune, en vous offrant leur amitié, comme le fait aujourd'hui celle qui se dit votre amie dévouée, Nathalie de Manerville, Paris, octobre 1835. Bonjour les enfants. Ah non, mais maintenant ça suffit. Je t'ai dit de laisser ta place aux autres, Hervé. Ah, je suis désolé, mais c'est bien à moi de clamer ma fable. C'est écrit sur le programme. Hop.
Pardon, je te laisse. Bonjour les enfants. Je suis Patakès, le goupil, la bête la plus maligne de cette campagne. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Moi, je ne me pense pas supérieur aux autres. Je fais ce que je peux. Je me balade dans un bois, à l'ombre, car il fait très chaud. Quand je dis que je me balade, c'est un bien grand mot. En fait, je suis en quête de nourriture, car j'ai les crocs. Je me promène donc, quand soudain, une odeur suave me titille les narines. Mon flair ne me trompe pas. Ça vient de là-haut. Je lève donc mon museau, pointu comme il se doit, et qu'est-ce que je vise? Au faîte d'un chêne, un magnifique corbac, avec dans la goule un superbe clacos. Tout de suite, une idée me vient derrière la tête. Je contemple le corvidé, longuement, longuement. Lui aussi me regarde, d'un air méprisant. Lui en haut, moi en bas. Il se courrouce. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que j'entame la conversation. Eh, bonjour mon garçon. Comme tu es beau. Tu as mis tes habits du dimanche. Tu te prépares à aller à la messe. Bon, c'est pas pour t'embêter, mais le calendos que tu as dans le bec, tu sais que c'est carême en ce moment? Le corbeau s'irrite. Moi, je continue à l'observer. Tranquillement. Patiemment. Bientôt, je le vois bien. Il s'énerve. Et quelques instants plus tard, n'y tenant plus, il se prend à crier. Casse-toi, bête puante! Et voilà, la pitance tant convoitée tombe à mes pieds. Je ne sais pas si je suis puant, mais en tout cas, le fromage, lui, il l'est. Gesticulant. Gesticulant des asticots qu'il y a dedans. Ça bouge. Miam miam. J'ai faim. Et je me mets à manger. Lentement. Lentement. Voluptueusement. Je déguste. Je savoure. C'est un mets de roi. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. C'est le cas de le dire. Et trop rapidement, mon petit repas est achevé. Je me pourlèche délicieusement les babines. Et, de nouveau, je lève les yeux vers le volatile, qui n'a pas bougé. Moi, à sa place, je me serais barré. Tu vois, mon garçon, faut pas péter plus haut que son cul. Et puis surtout, en toutes circonstances, tant que faire se peut, il faut essayer de garder son calme. Cette bévue te sera utile pour l'avenir. Tu sais, mon gars, il faut toujours se méfier des gens qui vous complimentent. Il y a souvent un intérêt caché derrière. Et puis tu sais, entre nous, tu es bien gras. Un peu de régime te fera du bien. L'oiseau reste croix, se disant en lui-même. Il m'a bien eu le faisandé. Désormais, je ferai gaffe. Patakès quitte l'animal. Vous voyez les enfants, dans la vie, il ne faut pas se croire au-dessus des autres.
Et puis dans l'existence, il faut toujours rester sur ses gardes. Au revoir les enfants. Bravo, au moins je t'ai pas interrompu. C'était super. Bon, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons enchaîner les textes dramatiques. Dramatique? Je suis sensible, moi. Oh non, comment je vais faire? T'inquiète pas, j'ai prévu les mouchoirs. T'as raison. Allez, c'est parti. Grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, elle s'étend, s'enfle, se travaille, tout pour égaler l'animal en grosseur, en disant « Croac! Regardez ma sœur, dites-moi, est-ce assez? N'y suis-je point encore? » Nenni. Croac! M'y voici donc. Point du tout. Croac! M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein des gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. L'art du drame. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse, tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. J'aime Aymon. J'aime un Aymon dur et jeune, un Aymon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aymon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aymon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aymon. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Ah, je ris, Créon. Ah, je ris parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite et que ce soit entier. Ou alors, je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout aujourd'hui,
et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir. Ma pauvre petite chérie, toi, tu regardes tout ça, éperdu. Avec tes grands yeux, Dieu sait où tu crois être. Nous sommes sur un plateau de théâtre, ma chérie. Qu'est-ce que c'est un plateau? Mais tu vois, c'est un lieu où l'on joue à jouer pour de vrai. On y joue la comédie. Et nous deux, maintenant, on va jouer la comédie. Pour de vrai, tu sais. Et toi aussi. Oh, ma pauvre petite chérie, ma pauvre petite chérie. La vilaine comédie que tu vas jouer, les vilaines choses qu'on a imaginées pour toi. Ce jardin, ce bassin. Oh, bien sûr, ce n'est pas un vrai bassin. Le malheur, ma chérie, c'est qu'ici, tout est faux. Mais ah oui, ma petite Rosetta, qui est une enfant. Peut-être que toi, t'aimerais mieux un faux qu'un vrai. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre lestière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. Il était qu'enjoli de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau? » Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvés. La dame de ses biens, qui tend d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en rêvant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. La pauvre laitière quand même. Ça me rend tellement triste de penser à toutes ces histoires.
Tu en penses quoi, Nicole? Moi, je pense que la laitière n'avait qu'à faire un peu plus attention. C'est bien fait pour elle, elle l'a bien cherché. Tu es vraiment dur. Ça ne te touche pas, tous ces textes? Si, mais c'est ça qui est bien. Le théâtre, c'est fait pour provoquer des émotions. Être un peu dramatique, c'est nécessaire. Tu as sûrement raison. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Envieuse, elle s'étend, s'enfle, se travaille, tout pour égaler l'animal en grosseur, en disant « Croac, regardez ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi, ne suis-je point encore? » Nenni. Croac, m'y voici donc. Point du tout. Croac, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein des gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Très bien. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherchait l'aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant. Dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je t'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, nul voulut pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand, l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent,
Sur le mulet du fisc, une troupe se jette et le saisit au frein et l'arrête. Le mulet se défendant sans les coups percés. Il gémit, il soupire. C'est donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui suit du danger se retire. Et moi j'y tombe et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un seul meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant ôté lui-même le plus beau de son bien. Ah, belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus à force de vouloir trop tôt être riches. Oh non! Mais pourquoi tu pleures? J'espère que ce n'est pas pour cet imbécile de grenouille, cet idiot de mulet ou la petite poule. Non, non, non. C'est rien, c'est des allergies. Bon, encore un texte, et tes allergies seront bientôt terminées. Ouf! Enfin! La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf, qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse, en tout, comme un œuf, envieuse, s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, ma sœur, mais regardez bien, est-ce assez? Dites-moi. N'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
que tu pleures? Oui, c'est tellement triste, toutes ces histoires. Cette petite fille, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Et Antigone, c'était une tragédie autrefois. Même les animaux. Ce pauvre mulet agressé, ce pauvre agneau agressé, cette pauvre poule tuée. Et même la petite grenouille, quelle mort horrible. Ne pleure pas, Annie. C'est du théâtre. Le théâtre nous montre le drame plus qu'il nous montre la vie. Et puis, tu sais, la Fontaine nous raconte des histoires horribles, mais il les fait avec humour. Et il veut aussi se moquer de nos comportements. Elle est idiote, cette grenouille, non? Oui, mais quand même. Arrête de pleurer. La troisième partie du spectacle va commencer. C'est des histoires plus personnelles, mélancoliques et drôles à la fois. Ça devrait te plaire. Bon, alors allons-y pour comment ils disent, une part de soi. Mais je garde mes Kleenex. Une part de soi. Allô? Allô, Marie-Liesse? Allô? Marie-Liesse? Dominique? Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Allô, Marie-Liesse? Allô? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une fille pareille? Allô, Marie-Liesse? Allô, oui. Qui est à l'appareil? Qui est à l'appareil? Mais c'est incroyable, j'hallucine ou quoi? Maintenant, tu reconnais plus la voix de ta maman? Marie-Liesse, reviens sur terre. Oui, maman, je suis toujours là, je t'écoute. Marie-Liesse, ça fait plusieurs jours que j'essaye de te joindre sans aucun moyen. Vous seriez peut-être parti en voyage, c'est ça? Non, maman, on était partis nulle part. Marie-Liesse, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus tu perds la raison. Et pourquoi je perds la raison? Dis-moi, maman. Oui, j'y arrive. Marie-Liesse, depuis la mort de ton père, tu n'as osé, ne serait-ce qu'un seul jour, de prendre des nouvelles de ta maman et de ta sœur? Tu te rends compte ou pas? Maman, arrête. Arrête de me parler tout le temps de ta fille comme si c'était le centre du monde. Marie-Liesse, je te signale que ma fille est bien ta sœur, à moins que tu veuilles la nier. Bon, coupons court à toute discussion. Tu m'appelles à quel sujet, maman? Eh bien, c'était pour te dire que ta sœur était venue me voir et on a discuté un peu par rapport à l'héritage. Ah ah! Je vois que vous n'avez pas perdu votre temps toutes les deux, hein? Et je tenais aussi à te dire, Marie-Liesse, que concernant Dominique, je veux qu'il se tienne à l'écart de tout ça. On est bien d'accord? Je te rappelle, maman,
que Dominique, c'est mon mari et le père de mes enfants. Et ton autre gendre, tu l'as classé dans quelle catégorie? Ah non, Marie-Liesse, c'est pas pareil. René, c'est un brave type. Il a un grand cœur. Il s'est toujours occupé de moi et de ton père. Alors, quand est-ce que tu peux venir? Il n'y a pas le feu au lac, j'espère, maman. Si, parce qu'on a pris rendez-vous, moi et ta sœur, avec un avocat et monsieur le notaire. Quoi? Vous avez pris rendez-vous sans demander mon avis? Oui, Marie-Liesse. Tu sais bien que tant que je suis en vie, c'est moi qui prends les décisions. Eh bien, ma chère maman, tu vas dire à ma sœur que de mon côté, je ne céderai rien du tout, absolument rien. Et j'ai nullement l'intention de venir chez toi. Par contre, je vous donne rendez-vous chez monsieur le juge. Ciao! Attends, Marie-Liesse, attends. Ne t'en va pas comme ça. Il faut qu'on s'explique. Ah, je devine maintenant qui est la source des problèmes. Je sais. C'est ce faucheton de Dominique. Mais tu m'auras pas comme ça, tu verras. Et allez au diable tous les deux. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que de l'argent. Il ne parle que du pognon. Le réveil sonne. Mon maître se lève. Alors, comment vas-tu, Luna? Tu vas bien? C'est contente? Tu veux la gamelle, je suppose. Oui, oui, oui. Allez, mon maître m'appelle. Allez, devant. Comme je suis un chien bien éduqué, je fais mes besoins au caniveau. Oh, là, il y a de l'eau dans le caniveau. Je peux pas mettre les pattes là. Allons, plus loin. Oh, un automobiliste à l'arrêt. Il dit à mon maître, vous pouvez pas le laisser tranquille, votre chien? Vous voyez pas qu'il fait caca? Quel imbécile! Il ne voit pas que mon maître est prêt à ramasser vite la poubelle. Allez. Et ma récompense? Non, pas maintenant, Luna, plus tard. Donne-moi les passages piétons. Allez. Maître, je peux pas te les présenter. Il y a des vélib couchés en travers. Allez, Luna, dépêche-toi. Décidément, il ne voit rien. Il insiste en plus. Allez, il finit par comprendre le problème. Il me demande de contourner. Oui, il me donne la récompense. Super, il manquait plus qu'il me la donne pas. Allez, plus vite, Luna. Emmène-moi au bois et j'irai beaucoup plus vite. Une dame et son chien s'avancent vers moi, m'adressent la parole. T'es joli, mon toutou. Oh, t'es mignon. Tu veux jouer un peu à Médor? Oui, oui, oui. Non, on a devant. Allez. Monsieur, vous n'êtes pas très gentil avec votre chien. Il ne doit pas jouer souvent, hein? Pauvre chien. À ce moment-là, je devine ce que pense mon maître. Qu'est-ce qu'elle en sait, cette pétasse? Allez, Luna. Pourquoi vas-tu si vite? Tu as vu un autre chien guide? Non, maître, c'est Barbara, ma famille d'accueil, qui garde sa voiture. Elle vient vers nous. Bonjour, Luna, tu vas bien? Tu me reconnais? Ah, ça, elle vous reconnaît. Allez, Luna. Ne cherche plus Barbara, elle est partie. Toutes les filles que tu croises ne sont pas des Barbara.
Effectivement, ce n'est pas des Barbaras. Elles ne sont pas aussi jolies que la mienne, hein. Allez, nous arrivons au bureau. Je fais comprendre à mon maître que je veux aller jouer dans la cour, même s'il pleut fort. Il essuiera mes pattes après. Vite, essuie-moi les pattes, maître. Je vais aller voir les collègues. La fin de la journée arrive. Il pleut. Alors, mon maître, par le temps de pluie, me met des bottines aux pattes avant, afin de les protéger des courants électriques à la montée dans la rame du RER, et un manteau de pluie. Alors, dans les couloirs, mes collègues me disent « Oh, t'es jolie avec tes petites bottines et ton blouson. Oh, t'es trop chou, Luna. » Merci. À demain. J'arrive sur le RER. Un jeune garçon dit à sa mère « Regarde, c'est trop rigolo. Il y a un chien avec des bottines et un blouson. Mais c'est trop rigolo. » Chut, c'est un chien guide aveugle. Chut. Merci, je suis à l'aise et confortable dans mes bottines. En plus, ça me protège les pattes. J'arrive sur le quai du métro. J'entends crier un jeune garçon auprès de sa mère qui avait aussi peur. « Mais pourquoi cries-tu comme ça ? Je ne ressemble pourtant pas à un pitbull. » Sur le quai du métro, je cherche le siège afin que mon maître s'assoie. Il est un peu fatigué et moi je m'allonge par terre. Une dame s'approche, demande à mon maître « Puis-je caresser votre chien ?»« Oui, vous pouvez. Là, c'est un chien guide, au repos. » « Allez, vas-y, va, caresse-moi le ventre, allez, 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 ça me fait du bien. Moi, en retour, je te quelques lichettes, je te laisse en souvenir de moi, un petit peu de bave. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut jamais me caresser quand je travaille. Cela me perturbe et j'emmène mon maître n'importe où. Et je peux vous dire qu'il n'est pas content. J'entends dans la bouche de mon maître « week-end ». Week-end pour moi veut dire que je vais pouvoir aller courir dans les bois, plonger dans l'eau, me rouler dans la boue avec d'autres chiens et voler les balles aux joueurs de tennis. Mais parfois, je perds mon maître de vue. Je panique. Je ne sais plus où je suis. Alors mon maître sort son petit sifflet et siffle, mais vraiment, siffle. Je l'entends, je hausse les oreilles pour localiser. Et je cours à toute brinque haletant. Et mon maître, alors, où étais-tu, Luna, passé? Oui, maître, je suis là. Allez, on prend le bus, on rentre à la maison. Après un bon brossage, massage, toilette, je passe le reste de la soirée à roupiller. Vraiment, n'est-elle pas belle ma vie de chien guide? Eh bien, ça te plaît? Oui, c'est bien. Oui, c'est drôle, c'est touchant, ça me plaît, oui. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
J'aime beaucoup, et ça depuis le début. Tu ne regrettes pas d'être venu? Ah non, non, pas du tout. Et tes amis, ils ont l'air sympas. Oui, ils ont bien travaillé. Si tu veux, on peut se voir. Chut, ils reprennent. Tu me le diras plus tard, je veux écouter. Eh bien. Je suis à la gare de Rome. Dans 15 minutes, j'ai un train à prendre pour rentrer à Paris. Je décide de m'acheter un oncle Picsou chez un marchand des journaux. Et quand je me dirige vers mon train, là, je m'aperçois que j'ai plus ma sacoche. Ma sacoche. Dedans, j'ai mes papiers, mon billet, mon argent. Vite! Je retourne au kiosque, pas de sacoche. Vite, je me précipite aux objets perdus. Messieurs, j'ai perdu ma sacoche. Désolée, signorina, votre sacoche n'est pas là. Vite, mais comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de courir et attraper votre train. Il me prend par le bras, on court tellement vite, je perds ma chaussure, le temps de la récupérer, on court encore plus vite, j'arrive au train, je monte et les portes se referment. Ouf, c'est bon. Le principal, c'est que je sois dans le train. Je vois un compartiment vide et je m'installe. Un homme arrive, l'air surpris, il me dit que je suis dans le compartiment des contrôleurs. Moi, je lui dis que j'ai perdu mon billet et je lui donne mon nom. Quelques minutes plus tard, il revient. Il me dit que je ne suis pas sur la liste de passagers. J'explique ma situation et il décide finalement de me laisser voyager avec eux. Soulagée, je m'installe, je sors mon oncle Picsou, je commence à lire et je comprends rien. Je m'aperçois que je l'ai acheté en allemand. Quelques heures plus tard, on arrive à la frontière franco-italienne. Les contrôleurs avec qui j'avais sympathisé ont peur que les Français ne soient pas aussi gentils avec moi. Donc, ils décident de m'enfermer dans les toilettes et on me donne aussi un peu d'argent au cas où on me demanderait de descendre du train. 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelle éternité! Enfin, le contrôleur arrive pour me libérer. J'ai continué mon voyage. J'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui, en apprenant mon histoire, elle m'offre le petit déjeuner. Quel délice! Café, croissant, jus d'orange, yaourt. J'ai faim. En fait, j'ai pas mangé depuis la veille. Enfin, on arrive à Paris. Je m'apprête à descendre du train et là, j'entends « Signorina, on a raté un voyage en première classe. » « Ah bon, pourquoi? »« On vient de retrouver votre nom. Vous aviez un billet en première classe. » Et depuis cette histoire, je fais très attention à mes affaires quand je voyage. Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah, tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors, en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Oui, ça va bien.
Très bien. Seulement, si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall « La concierge est dans l'escalier ». Je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré. Ça fait peur, non? Si je leur disais « Je les vois d'ici », ils me diraient « Mais enfin, écoute, arrête, t'exagères, c'est dans ta tête, tu lis trop. » Non, justement, je ne lis plus, voilà. Plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train. Je m'en allais à Stuttgart, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart par le train. Je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris, on ne sait jamais. Je me souviens donc, je lisais un livre léger, distrayant, un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase. Monsieur Samsa n'avait qu'une envie, mourir. Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manquait une page. La 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me serre là. La 74 disparue, comme ça, sans explication, le trou béant en plein milieu d'un récit. Ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi? Pauvre petite, à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur? Sifflet, cri, signal d'alarme. Vous imaginez la panique? 200 personnes à garde dans la campagne en train de chercher ma page 74. Non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors j'ai serré les poings, j'ai continué à lire, souriant comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure, exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins, les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, encore hier soir, je rentrais chez moi, il était 9h16 très précisément. 1h tranquille en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur en panne. Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer 24 heures sur 24 le danger, ça fout un coup. Bon, je prends sur moi, je fais comme si de rien n'était, je maîtrise l'émotion. Je gravis l'escalier. Il grinçait comme par hasard. Que faire? Redescendre? Trop tard, j'étais déjà au 3e. Mes clés, j'ouvre ma porte. Et là, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment. Une certitude. Il est là. Comment? Qui? Mais l'assassin? Celui qui me cherche? Celui qui m'a volé ma page 74? Celui qui a tué la concierge?
L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûre. Ça fait peur, non? Je ne sais pas toi, mais grâce à tous ces textes, je crois que je commence à mieux comprendre ce que c'est que le théâtre. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que c'est? Le théâtre, c'est nous, c'est nos histoires, nos vies, nos joies, nos peines. N'oublie pas quand même, derrière tout ça, un auteur de génie pour nous mettre en plume. C'est vrai, mais si on doit maîtriser l'art des mots, c'est uniquement pour rendre nos histoires beaucoup plus jolies. C'est nous, le vrai cœur du théâtre. C'est vrai que Shakespeare disait « Le monde entier est un théâtre. Tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Eh ben, tu vois, il est fort ce Shakespeare. Dans la partie L'art de la rhétorique, nous avons eu le texte interprété par Nicole, à Monseigneur le Dauphin, écrit par Jean de La Fontaine, le discours présidentiel écrit par Hervé, Annie qui a interprété Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine, Catherine qui a interprété le discours de Martin Luther King, Annie qui a interprété un extrait de texte du Lys dans la vallée de Balzac, et Hervé qui a interprété Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Dans la partie L'art du drame, Marie-Claude Cressant a interprété Antigone de Jean Anouilh, Marie-Claude L'Enfant a interprété 7 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello, Marie-Claude Cressant a interprété La laitière et le pot au lait de Jean de La Fontaine. Puis nous avons eu La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de Jean de La Fontaine, interprété par Patricia. Le loup et l'agneau, toujours de Jean de La Fontaine, interprété par Ouisa. Les deux mulets, Jean de La Fontaine, interprété par Jean Noël. La poule aux œufs d'or, toujours Jean de La Fontaine et interprété par Catherine. Et une deuxième fois, La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, interprété par Marie-Claude L'Enfant. Et enfin, dans la partie Une part de soi, nous avons eu le dialogue téléphonique, écrit et interprété par Ouisa, Mon chien, écrit et interprété par Jean Noël, Histoire de jeunesse, écrit et interprété par Patricia, et Ça fait peur, de Jean-Michel Ribes, interprété par Nicole.